Un nouveau soleil se lève sur Conakry en ce jeudi matin. Vous le savez déjà, nous sommes le 21 mars 2024 et vous êtes sur votre média de préférence. Kavi Média, le média du développement, le seul unique média de développement en République de Guinée dans votre émission de débat constructif, le Scanner. Bonjour et bienvenue. Si vous nous pratiquez à Conakry, c'est sur la 89.5 en bande FM. La même fréquence vous accompagne du côté de Bofa, de Boké, de Kissidougou et même à Mamou. Vous nous écoutez sur cette même fréquence à l'ABC avec nos partenaires de Beta FM sur la 96.5. À la télé, vous nous regardez sur le canal 113 du bouquet Star Times. Merci une fois encore de nous pratiquer de ce côté. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur le groupe Kavi Média, Kavi TV et sur siaminfo.com. Au menu de ce numéro, la Guinée, château d'eau d'Afrique, mais les défis liés à l'accès à l'eau potable sont encore énormes. En dépit des efforts des gouvernants, le pays n'a toujours pas franchi le cap de 30% de couverture nationale. Un paradoxe difficile à expliquer, mais très réaliste. À l'occasion de la journée internationale de l'eau qui sera célébrée ce 22 mars, le diagnostic mérite d'être posé. Pour lier l'utile à l'agréable, vous suivrez un reportage réalisé en plein cœur de Conakry et dans les débats des statistiques à vous couper le souffle. Procès des événements du 28 septembre 2009. Après 3 jours de débats intenses sur fond d'arguments juridiques entre les différentes parties autour de la réqualification des faits, le tribunal a finalement tranché hier mercredi. Le juge Ibrahima Soridou Tunkara a ordonné que cette question soit tranchée dans la décision sur le fond, ce qui permet d'entamer la phase des confrontations à partir du 25 mars. Une décision qui ne passe pas chez la défense qui accuse le juge d'entretenir le flou. Le décryptage à suivre dans un instant. Après la promulgation de la loi L 2024/003 CNT du 18 janvier 2024 portant création de 24 communes en République de Guinée, qu'en est-il de la rentrée en vigueur et de la mise en place de ces communes? La démarche qui vise à créer un équilibre économique entre les communes pour prévenir des disparités significatives en termes de richesse. Les nouvelles communes seront-elles fonctionnelles avant la fin de la transition? Plus d'une semaine après la promulgation, quelle est la seconde étape? Des interrogations que les débatteurs tenteront de répondre dans un instant. Laissez-moi reprendre cette assertion, j'y arrive, du king du reggae. La seule fois où les politiciens disent la vérité, c'est quand ils se traitent entre eux de menteurs. C'est d'alias Nesta Marley, dit Bob Marley. Bienvenue au 9e... Qu'est-ce que je raconte? Au 9e pays le plus heureux d'Afrique. N'en déplaise. Bienvenue au paradis, le paradis, notre paradis à nous. Bienvenue en Guinée, Guinée de Sékou Touré, Guinée de Alpha Condé, Guinée de Lansana Conté, Guinée de Moussa Dadis Camara. Mohamed, bonjour. Ça te fait bonjour rire. Abdallah Kamara, bonjour à nos auditeurs. Si c'est ici le paradis, ouvrez la porte, je vais sortir. Allez, c'est le 9e pays, le plus heureux d'Afrique. En tout cas, le classement est déjà fait et Google, comme le disent nos parents, Google peut certifier cela. Google, de toute façon, Google dans la réalité, Google va c'est autre t'aider, chose. pas Google, mais Google va t'aider. Allez, Fodé Bangali, bonjour. Bonjour mon cher frère et bonjour à tous. Là, c'est un rêve. Ah bon? Non, c'est une réalité. Mon cher ami, c'est un rêve. C'est le 9e pays africain le plus heureux. Nous sommes heureux comme Kandé Sanko de l'autre côté. On ne sait même pas sur quels critères ils se basent pour définir ces choses-là, donc tant mieux pour eux. Kandé Sanko t'invite à Forêt Caria pour comprendre le plaisir de Guinée. Il n'y a pas de problème. Le bonheur inouï. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Le pays le plus heureux, je suis d'accord, mais les citoyens les plus malheureux. Voilà. Je suis d'accord. C'est bien dit. Mais qu'est-ce que moi j'ai dit? C'est une information que je donne là. Hein? On est le 9e pays d'Afrique le plus heureux.
On est heureux malgré la pauvreté. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention à certaines agences, à certains magazines. Nous savons très bien ce est capable, par exemple, les capacités de Jeune Afrique quand il s'agit de certains présidents, quand il s'agit de les entretenir, les statistiques, ce que ça dit. Parler de François Soudan ou François Mali ou François Sénégal, je ne sais pas. Je ne dénature pas son nom, mais nous savons très bien ses capacités quand il s'agit de défendre les présidents. L'indice de développement dont on fait allusion et que la Guinée occupe une place honorifique qui met notre cher pays devant certains pays de la sous-région. Je fais allusion à la Côte d'Ivoire. On est plus heureux que les Ivoiriens. La Guinée et les populations ou les Guinéens sont plus heureux que les Ivoiriens. Et que je dirais, c'est bien si ça continue comme ça, mais aujourd'hui, si on parle de l'immigration des Guinéens dans le monde, le premier pays qui accueille les Guinéens, vraiment, c'est la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Et après le Sénégal, encore je ne sais quel pays, il faut mettre la Gambie, ainsi de suite. Nous sommes combien de millions qui se trouvent dans ces pays et si vous voyez qu'ils continuent à rester là-bas, je ne dirais pas parce qu'ils vivent mieux là-bas, mais parce que notre paradis entre griffes, il fait chaud au paradis. Est-ce qu'on est obligé de vivre mieux pour être heureux? Ouvrez la porte du paradis, je vais sortir. Allez, la porte est grandement ouverte. Tu peux sortir, cher ami. En tout cas, en Guinée, nous, c'est notre paradis. On est 9e. Hein? C'est notre classement. Si on veut, on le dit. Si on veut, on ne le dit pas. Allez, Fodé Bangali, dans ce coup, on commence par cette première actualité. Bien qu'on soit au paradis, on a quand même cette pénurie. Parce que quand je regarde juste à cette agence, le classement qui est là, je crois toi-même tu es méchant envers la Guinée parce que dans ce classement, on dit classé 5e en Afrique et 91e mondial. Il dévance la Côte d'Ivoire, dont le score a reculé par rapport à l'année dernière. On parle de la même agence. Peut-être que je peux me tromper. Si on est 5e, c'est bon pour nous. C'est notre classement. Si on veut, on devrait savoir effectivement les critères qui ont prévalu à ces classements. Évidemment. D'un certain nombre de ressources, et ce contenu de la beauté même de ce qui nous gouverne. Ou de leur niveau. Ne soyez pas quand même méchant. Non, on ne peut pas. Non, mais c'est pas de la méchanceté. Pas de la méchanceté. Quelle beauté. À l'évidence, on n'a pas un président qui est très très beau. Je le sais. La Guinée et la Côte d'Ivoire, je crois qu'il n'y a pas match en termes de bonheur. Non, mais pas en termes de bonheur. Je reviens. La Guinée est 5e en Afrique. Je reviens. Peut-être que c'est un lapsus. Oui. Je crois que c'est cette question-là. Il faut qu'on arrête de se moquer de nous-mêmes, parce que c'est là qu'il s'agit du moment. Nous sommes un pays heureux, cher ami, non, laisse tomber. J'ai dit, je suis d'accord. Après le ramadan, je t'invite à Bonfi, je t'invite à Dixine, je t'invite à Madina. Que la Guinée soit heureuse, mais en réalité, depuis 2010 à nos jours, il y a combien de grèves? Non, les citoyens, manifestations de ce ne sont pas liés. Les citoyens, non, c'est des faits qui ne sont pas liés. Comment nous vivons? Il a fallu d'ailleurs même qu'on invente, disons, abusivement ces noms qu'on appelle paradis. Qu'on attribue ces noms-là à notre pays pour que nous multiplions toutes sortes de malheurs. Je crois aujourd'hui, même non, là quand même, c'était pas un abus. Hein, c'était juste par rapport à la beauté géographique de la Guinée que les gens l'ont dit. C'est pour cela, si vous regardez même le clip, on fait la publicité à vous de voir, des zones touristiques pour vendre un peu l'image de la Guinée. C'est pas par rapport à la population. Voilà. J'ai dit encore une fois. C'est un scandale géologique et géographique. Encore une fois, la logique voudrait que ce scandale géologique et géographique-là soit effectivement, disons, en adéquation avec le niveau de vie de la population. La Guinée est un paradis, on a compris. Pour ceux qui... Attention, pour ceux qui sont aux affaires, on s'en rend compte effectivement qu'ils sont au paradis. Tout se passe très bien. Mais en réalité, nous, on s'en rend compte que... J'avais augmenté 9 francs. Est-ce que nous vivons, il n'y a qu'un pas. J'avais augmenté 4 rangs. Heureusement que Ba est vigilant. On est 5e en Afrique, hein, je le dis, parce que le rapport, je l'ai partagé. Et par rapport à ce critère, on se demandera que c'est sur quelle base ils se sont référés. Et selon un document des institutions internationales de cette institution, on dit que le revenu, il tient compte d'abord du revenu, c'est-à-dire le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et l'absence de corruption. Incroyable.
Oui, ça veut dire qu'on est moins corrompu que la Côte d'Ivoire. Allez, on applaudit pour mon pays. On est 5e, c'est notre classement. Si on veut, on le prend. Si on veut, on laisse. Et hier j'attirais l'attention de quelqu'un, ou quelqu'un attirait mon attention sur le fait que on avait inventé des toutes pièces ici, comme... Mais c'est pas qui a attiré notre attention. La Guinée, c'est pour la production du riz. Oui, c'est pas qui a attiré notre attention. Il disait que c'était faux, c'est archi faux, et que le ministre là nous a donné quoi même, du perlimpinpin, en pleine journée. On s'en rend compte que c'est des statistiques taillées sur mesure et dans le fond, c'est du non-sens. Non mais honnêtement, ce pays, on en rit. Ne soyons pas étonnés, ça peut être même des articles télévisés, recommandés, et puis voilà. Ouais, on en rit, mais il faut faire très très attention. Il faut faire attention à ce que nous disons, et surtout à ces classements qui tombent ça et là, et à la crédibilité notamment de ces institutions, de ces magazines qui nous livrent ces statistiques. Vous voyez, même aujourd'hui en Guinée, il est même difficile d'organiser des awards, parce que tout le monde a compris qu'on organise des awards pour ses proches, pour ses artistes préférés, et non pour celui qui cartonne. Bon, vous voyez, c'est entre parenthèses. Non, celui qui cartonne deux fois. Hein, parce que, vous savez, on peut ne pas avoir le mérite, mais qu'on tombe dans notre temps. Hein. Vous n'êtes pas tellement talentueux, mais ça coïncide à votre temps de gloire, et que pendant un an, vous vous imposez, mais après le un an, vous chutez. C'est votre temps de gloire, c'est votre temps de gloire. Oui, comme on le dit dans les concours, ça peut être ton jour de chance. Et ton jour de chance par rapport à celui qui est très bien, tu peux passer que lui, il échoue. Donc c'est un peu ça le paradoxe ici en République de Guinée. Bref, on parle de ce premier sujet, de cette première actualité. Journée mondiale, journée internationale de l'eau. La Guinée face à plusieurs défis. Il faut des Bangali dans Soko. Oui, les défis restent immenses à relever sur ce plan. Là, il faudrait le reconnaître parce que déjà, c'est un acte salutaire que les Nations Unies ont institué. Et depuis 1992, et la date commémorative, hein, voilà, pour un peu honorer l'histoire de l'eau qui est fêtée les 22 mars, surtout, et sur tous les continents du monde. Voilà, mais voyez-vous qu'aujourd'hui, tout le continent africain, d'abord, et même le continent asiatique, même le continent européen, en général, tous les continents sont heurté à ce problème d'eau, d'approvisionnement d'eau, mais surtout, ça se rencontre en Asie et en Afrique. En Afrique et en Asie, par exemple, c'est lié souvent, en fait, à une forte augmentation de la démographie, mais en Afrique aussi par la sécheresse et d'autres facteurs. Et d'autres facteurs, la sécheresse et le réchauffement climatique, ainsi de suite, les pollutions et les pannes et la vétusté aussi des équipements que les Africains ont à leur disposition pour faire fonctionner les châteaux d'eau. Mais chez nous, le problème et le paradoxe, il est très très important et très pointu de le dire. C'est un manque de volonté politique. Vous vous souviendrez quand même et accepterez avec moi que tout dernièrement, nous avions suivi l'ancien DG de la SEG qui déjà traîne des casseroles au niveau de la CRIEF pour justifier et des fonds qui ont été alloués à son ministère à un moment donné pour le bon fonctionnement et pour la mise à nouveau des infrastructures liées à l'approvisionnement de l'eau. Donc, il y a eu détournement. Qu'est-ce que je veux dire? La corruption a pris un sens très large, un champ très large dans ce domaine, et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un directeur, il demande de l'argent pour pouvoir... comment dirais-je, je ne dirais pas de redynamiser, mais de mettre, d'aller vers des institutions plus spécialisées dans le domaine des eaux pour pouvoir encore redonner une nouvelle visibilité aux infrastructures. Ils mettent de l'argent dans leur poche. Et après, nous voyons aussi les travailleurs de la SEG de par-ci, par-là, dans les quartiers en train de traîner pour colmater les trous, ainsi de suite. Voyez-vous aussi, ça c'est un problème. Et les pertes d'eau en Guinée sont très très importantes. Parce que moi-même, j'ai vu des quartiers à Conakry où les gens n'achètent pas quasiment de l'eau, mais lorsqu'il y a de l'eau dans les tuyaux ou dans les raccords, dans les conduites d'eau, ils percent avec le couteau pour pouvoir s'approvisionner tranquillement. J'ai vu ça ici. C'est le château d'eau d'Afrique. Voilà, c'est le château d'eau. Donc, quand l'eau se coupe, il n'y a pas de problème. Quand l'eau est là, quand ils finissent, ils prennent un forêt sac pour attacher. Donc, la demande, elle est grave d'abord. La demande, elle est immense. Elle est immense. Parce que toute l'Afrique, d'abord, on parlait
selon certains sondages et certains sites là où j'ai lu hier, où on parlait de 250 mètres cubes d'eau qui en manque. Mais donc le problème aussi de la gestion d'eau est très très important. En Afrique, on n'arrive pas à gérer l'eau, et à chaque fois qu'on a tendance ou on croit que l'eau coule des robinets, c'est comme si c'est quelque chose qui s'arrêtera jamais. Et l'utilisation aussi est très importante. Quelle eau utiliser pour les domestiques, quelle eau utiliser pour la consommation, l'eau potable, ainsi de suite. Parce que vous vous souviendrez quand même aussi qu'il y a 3 types d'eau. Il y a l'eau minérale, l'eau de la source et l'eau du robinet. Mais ici, nous parlons spécifiquement de l'eau du robinet. De l'eau potable en général. De l'eau potable en général, hein, de l'eau potable en général. Oui. Mais ce qui coule quand même dans les grandes villes, c'est le robinet. Oui, c'est pourquoi le détail il est important. Que soit l'issue, donc l'État doit faire face à ces agissements de ces cadres véreux qui continuent quand même à vilipender, à dilapider les biens alloués et pour la mise en place de ces infrastructures. Et pour le bonheur, le grand bonheur, étant 4e, déjà le pays le plus heureux, 5e le pays le plus heureux d'Afrique, pour participer aussi au bonheur des Guinéens, ils doivent cesser de manger l'argent du pays et se mettre au travail. Et trop de verbiage inutile là, qu'on sort un peu de ça. Tout compte fait, l'eau c'est la vie, l'eau c'est l'homme, l'eau c'est l'humanité. Bien, ce qui est déjà compris, on va aller avec cet élément de reportage réalisé il y a quelques jours par la rédaction politique. Et derrière, on se retrouve pour le commentaire. Au-delà du délestage du courant électrique et de la cherté de la vie, la population guinéenne fait également face au manque d'eau potable. Une situation qui ne dit pas son nom à Yimbaya. Les habitants vivent dans une souffrance totale, même en ce mois saint de Ramadan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de l'eau chez nous. Même pendant le mois de Ramadan, regardez, ça fait depuis que le mois de Ramadan a commencé, on n'a pas eu d'eau chez nous. On se réveille tôt le matin pour venir chercher de l'eau. On a cherché de l'eau fatiguée, mais on n'a pas même de l'eau. Même pour aller à la prière, on n'a pas de l'eau pour prendre l'obligation pour aller à la prière. Mais on est tellement fatigué, on a cherché de l'eau. S'il vous plaît, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, aidez-nous, nous on va avoir de l'eau. Mais on n'a pas le même en plein Ramadan, regardez, tout le monde est là, regardez tous les soirs, on n'a même pendant la nuit là. Comment nous allons faire pour ça pendant ce mois de Ramadan? Éreintées de la situation, ces femmes se posent de multitudes de questions vis-à-vis de leur sort commun et lancent un appel aux autorités compétentes. Aidez-nous, les femmes de Yimbaya souffrent. Il n'y a ni d'eau, ni de courant, sans parler des denrées au marché. Tout le monde se plaint. Même à cette période de Ramadan où les gens sont censés chercher de la bénédiction, la vie est encore dure. Aidez-nous à avoir de l'eau et le courant. On a dit qu'Alpha n'est pas bon, mais pendant son temps, on n'avait pas ce genre de problème. Le président doit nous aider, nous souffrons vraiment. Ces femmes, après la prière, restent sur pied jusqu'à 4 heures du matin afin de se procurer en eau potable. Elles espèrent que solution sera trouvée à ce problème avant la fin du mois de Ramadan. Contexte oblige, hein, c'est dans le contexte, il faut le rappeler, et c'est ici même à Yimbaya, le quartier qui nous accueille. Yaya Diallo, hein, chez lui, il y a de l'eau potable, mais avec toutes sortes de saletés. Hein. Chaque fois, on le rappelle ici, dans même l'annonce de cette émission, Yaya Diallo, on a suivi des fourmis dans les bouteilles. Elle n'aura même plus d'eau, elle n'aura plus d'eau parce qu'elle a raté le coche en disant colonel Mamadi Doumbouya. Non, mais quelle est l'importance pour quelqu'un qui ne comprend rien? La précision est très importante. Il faut flatter le jeune. Il me rappelait hier que le grade équivaut à ce que... oui, par rapport à toi. Voilà, elle contrairement à toi. Voilà, donc c'est que le nom propre... Voilà, donc, oui, elle contrairement à toi, ce que je veux dire. Contrairement à toi, tu ne dois pas jouer avec ça. Donc, maître, prends ça. Maître, prends ça. Le rappel, il est important pour un bon musulman. Allez, on a suivi cet élément de reportage avec beaucoup, je dirais que beaucoup de stupéfaction, si je peux me le permettre. Aujourd'hui, est-ce que les défis sont encore grands par rapport à tout ce que la Guinée vit, château d'eau d'Afrique, mais des quartiers qui peignent encore, qui se plaignent du manque d'eau potable? Oui, écoutez, je crois que c'est un problème qui va crescendo. On se rappelle dans les années 2008, hein, ça c'est sous feu général Lansana Conté, il y avait quand même
disons, par endroit, cette desserte en eau qui quand même ne posait pas de problème dans plusieurs quartiers, notamment même à Imbaya ici. Pour les peu de pompes qui existaient ou des robinets qui existaient, il y avait de l'eau et puis voilà, donc ça ne manquait pas. Mais si vous vous rappelez et si vous faites le constat, vous vous rendez compte que c'est depuis plus de 10 ans que les gens vous disent qu'ils n'en ont plus de l'eau dans les robinets. Qu'ils n'ont plus d'eau. Qu'ils n'ont plus d'eau, ça ne vient plus. Les robinets sont là, c'est l'installation. L'installation est là, mais il n'y a pas ce qu'on appelle un suivi. Et ce qui fait que, évidemment, je ne sais pas par où est passé, disons, notre château d'eau, mais depuis à peu près, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, on en a fait ce qu'on appelle le cadet du souci de l'équipe gouvernementale ou de son gouvernement ou de sa gouvernance. Depuis ça, on constate ce qu'on appelle une baisse drastique de la desserte en eau à plusieurs endroits, notamment à Bonfi, à Bessia, à Dar Salam, on n'en parle pas et voilà. Donc vous pouvez étaler ou égrener la liste, ça n'en finit pas. À Koloma, c'est à peu près la même chose. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que vous avez parlé des conduites d'eau dont on parle toujours. Il y a ce qu'on appelle l'irresponsabilité de la SEG de ne pas avoir, disons, l'intelligence de pouvoir canaliser cela. Parce qu'à mon avis, au sein de la SEG, il devrait y avoir ce qu'on appelle une police citoyenne à l'interne pouvant veiller à ce que dans ce qu'on faisait allusion, ce qui est la protection des installations, des citoyens se lèvent délibérément et puis voilà, créer, disons, ces accidents pareils-là pour s'approvisionner de l'eau. Donc ça, je crois que ce sont des actes délictuels qui pouvaient effectivement amener la SEG à sévir ce qui s'est livré à ces autres choses-là. Parce que quand vous prenez la perte d'eau qu'on peut, qu'on peut constater dans les différents quartiers à travers la capitale, je crois que la perte, elle est beaucoup plus énorme que l'eau que les gens reçoivent dans les robinets. Donc ça, c'est la responsabilité de la SEG parce que elle n'y veille pas et puis chacun veut chacun fait ce qu'il veut de cela. Donc le suivi n'est pas là et je crois que c'est ce qui occasionne d'ailleurs même toutes les saletés dont on faisait allusion ici, parce que quand par endroit vous percez disons volontairement les tuyaux, c'est toutes sortes de saletés qui s'infiltrent là-dedans et puis voilà, ça peut affecter toutes les autres pompes. Donc ce qui fait que aujourd'hui l'eau qui sort de ces robinets-là n'est pas une eau, disons, potable qui peut effectivement permettre à la citoyenne ou garantir une santé saine à la citoyenne. Donc voilà un véritable problème. Et cela, je crois que relève exclusivement de la responsabilité de la SEC, puisque c'est au niveau de la SEC qu'on doit pouvoir assainir et voilà, pulvériser les différents châteaux pour pouvoir, disons, prévenir toutes sortes d'infections. Les maladies endémiques, le choléra et ainsi de suite. Tout ce qui s'en suit. Et malheureusement, aujourd'hui, cette eau même est devenue une source de toutes sortes de maladies parce qu'on assiste à toutes sortes d'ordures. Donc, c'est ce qui fait que, malheureusement, ça n'a pas pu marcher. Qu'est-ce qui fait que ça a dégringolé? Parce que j'ai rappelé que sous Lansana Conté, il y avait dans plusieurs endroits de façon stable de l'eau et que pendant plus de 10 ans maintenant, il n'y a pas et puis ça continue dans les quartiers. Quand vous prenez Sonfonia par exemple, vous prenez Kobaya, vous prenez même... Il y a des quartiers qui ne connaissent plus l'eau de robinet, c'est des forages. Donc ça c'est un véritable problème. Ça c'est la SEG. À mon avis, la SEG, honnêtement parlant, et je ne sais pas si c'est les moyens qui manquent, parce que je vous le disais l'autre fois, lorsqu'on évalue un peu les prouesses ou quelques résultats fournis ou apportés par la SEG, donc dans le secteur hydraulique, je vous le disais que la SEG avait, ça c'est sous Alpha, la SEG avait bénéficié d'une aide très importante de la part de la Banque mondiale pour pouvoir effectivement améliorer les différentes installations et rendre l'eau beaucoup plus accessible à la population, ce qui n'est pas le cas maintenant là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends bien que l'ancien DG de la SEG soit aujourd'hui devant les barreaux pour pouvoir se justifier.
Mais quand on parle de l'ancien DG, ce n'est pas celui qui est nommé ministre. Amadou Djoulde. Il faudrait que la précision est importante. Amadou Djoulde Diallo, si je ne me trompe pas, c'est le chargé. Donc je crois que c'est important. Et dans ce qu'on faisait allusion d'un certain nombre de statistiques, je vais être assez complet sur ces statistiques-là. Ce qui a date, aujourd'hui, la capacité de production de l'eau est de 150 000 mètres cubes. À date, ça c'est la SEG qui l'a dit, ça c'est selon la SEG. C'est des statistiques qui viennent de la SEG, alors que la production normale devrait être de 400 000 mètres cubes. Donc, soit un déficit de 250 000 mètres cubes. Donc 50%. 50, non, pas 50%. La SEC produit combien? 150 000. Donc ça peut être un déficit. 75%, 65%, quelque chose comme ça. Donc voilà le véritable problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés. Malheureusement, on n'en fait pas une priorité, alors que vous le savez, vous et moi, on ne peut rien faire dans cette vie sans l'eau. Donc, si on est là, à ce stade-là, à mon avis, c'est parce que tout simplement, au plus haut sommet de l'État, on n'est pas conscient de cette, disons, de cette importance, de l'utilité, pour ainsi dire, de cette denrée indispensable à la vie. Et d'ailleurs, même certains le disent souvent, c'est la base de la vie. Et donc, si on est à ce stade-là aujourd'hui, je crois que cela doit interpeller toute la population et au premier de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Bien, hein, c'est qui est déjà compris. Oui, Dansoko, laisse-moi finir le tour de table. S'il te plaît, tu as eu ton temps de parole. Oui, là, on va réorganiser. Non, tu as eu ton temps de parole. Là, on va réorganiser. Il ne faut pas polémiquer, sinon je serai obligé de couper ton micro. Tu as eu ton temps de parole, hein, jusqu'à ce que tu laisses. Allez, on y va avec vous. Déjà, les défis sont énormes. On a déjà la SEG. C'est vrai qu'Aboubacar Kamara, son arrivée, a fait quand même beaucoup plus des efforts qui ont été quand même salués par nombreuses populations ici en République de Guinée, nombreux quartiers ici. Mais aujourd'hui, hein, selon des statistiques de Afrobaromètre, presque la Guinée n'a pas évolué, n'a pas fait grand pas quant à la desserte en eau potable. Difficile de progresser. Difficile d'avancer, difficile de faire un pas majeur dans le cadre de la conservation de la qualité de l'eau, d'avoir de l'eau d'abord, parce qu'on dit l'eau potable, mais surtout il faut avoir de l'eau d'abord avant de parler de la qualité de l'eau. Parlant de l'ancien directeur général de cette institution, de la SEG précisément, il parlait pour avoir de l'eau en milieu urbain en Guinée, que la Guinée, on a besoin d'un investissement de 2 milliards 700 millions de dollars. Ce n'est même pas d'abord franc guinéen 2 milliards, mais c'est 2 milliards 700 millions de dollars. Ça, c'est un. Et deuxièmement, 2 milliards, c'est 2 milliards 700 millions de dollars. Ce n'est pas toute la Guinée, mais c'est seulement en milieu urbain. Et ça, c'est quelque chose qui devrait vraiment attirer notre attention. Milieu urbain, c'est comme Conakry dans les grandes villes. Ça, c'est Conakry, Koya et les grandes villes, pas les zones rurales, pas dans les, sous-préfectures, mais dans les préfectures. Les 33 préfectures de la Guinée, plus les communes, je vais dire les 5 communes, plus maintenant tout ce qu'on connaît comme le nombre de communes qui a augmenté du côté de Conakry. Donc ça, c'est un problème, ça ne me surprend pas ce qui se trouve dans ces statistiques, parce qu'il y a eu moins de progrès, pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu du tout progrès, parce que c'est minime ce qui a été fait, vu les besoins et vu la capacité que nous avons, si nous gérons très bien nos biens et nos ressources. Nous avons cette capacité, cette force de pouvoir donner d'une eau de qualité. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que l'eau dont on a besoin pour avoir une eau potable, nous avons vu à travers ce reportage, il y a plusieurs critères qu'il faut. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire prendre leur ablution très bien parce que l'eau, il y en a moins. Je ne parlais même pas de l'eau potable. La distance parcourue pour avoir de l'eau, pour l'indice dont on a parlé ici, les populations, les pays qui vivent mieux, les pays heureux ou les populations qui sont heureuses. Nous sommes 5e. Nous sommes 5e. Mais l'une des conditions pour qu'on qualifie votre eau de l'eau potable, à part l'eau qui est dans le robinet, si on doit aller à la source, puiser de l'eau, envoyer à la maison, la distance est claire au niveau des institutions onusiennes.
ce n'est pas au-delà de 1000 mètres. Vous ne devrez pas parcourir... 1000 mètres, ça fait 1 kilomètre. 1 kilomètre, vous ne devrez pas parcourir 1 kilomètre pour avoir de l'eau. Si vous parcourez au-delà de 1 kilomètre, la qualité de votre eau ou la qualité de l'eau que vous avez dans votre récipient vraiment pour commencer à poser on va commencer à se poser sur la qualité de cette eau. Oui. Donc ça, c'est des conditions qui sont là. Et imaginez, nous à Conakry, vous allez trouver des gens qui vont traverser des quartiers pour avoir de l'eau. Sans dire des gens qui se déplacent toujours, ils ont des bidons d'eau, des bidons jaunes dans leur véhicule. Sans parler des zones rurales. Plusieurs communes, je ne parlerai même pas d'un milieu rural, où on parcourt des kilomètres, 5 kilomètres en moyenne pour aller trouver de l'eau. Et quand on va chercher 5 kilomètres d'eau, ce n'est pas avoir des citernes, non. C'est des seaux d'eau que nous avons, que nos sœurs, nos mamans, nos frères transportent vraiment à de longues distances pour avoir de l'eau à la maison. Donc ça, c'est un problème qui est là et que vraiment cela ne date pas de quelques jours, ça ne date pas de quelques années, ça fait des années que nous vivons cela. Si j'ai bonne mémoire, jusqu'en 2000, au-delà de 2000, 2005, 2006, l'eau qu'on avait au robinet, au niveau de Dixine, ce n'était pas une eau potable. La qualité, toujours, dès qu'on boit, les gens disaient toujours, l'eau de Dixine, l'eau de robinet de Dixine, ce n'est pas une eau de qualité. On se demandait, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était une eau salée qu'on avait au robinet. Ça, on ne m'a pas raconté, je l'ai vécu, je l'ai senti. C'est quelque chose qu'on a depuis toujours, ce problème. Ouais. Donc, l'investissement, ce n'est pas l'investissement ou les moyens qui nous manquent. L'eau en Guinée, il y en a. Il y a de l'eau partout. Mais c'est la politique mise en place pour avoir une eau de qualité, c'est ce qui pose problème. On se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on est toujours confronté à ce problème? Pourquoi on n'arrive pas à trouver une bonne stratégie pour avoir de l'eau potable pour la population? Partout en Guinée, on a la possibilité d'avoir de l'eau potable. Partout où nous sommes. Que vous soyez au sommet d'une montagne, que vous soyez je ne sais pas, dans un ravin, vu la distance seulement de 245 000, 246 000 km² de notre pays, vraiment, avec tout ce qu'on a comme château d'eau, on peut dire oui, par endroit c'est tari, oui, c'est parce que tout ça, il n'y a pas une bonne politique. S'il y a une bonne politique, en parlant de reboisement, en parlant des curages de ces sources d'eau, on n'aura jamais de problème. Alors, au niveau de Farana, l'eau, c'est le fleuve continental qui existe, le Niger, qui prend sa source du côté de Farana, nous savons très bien ce que nous avons comme problème. Des briqueteries qui sont là tout au long, tant du côté de Farana que du côté de Kankan. La même situation sur le Milo. Sur le Milo. Oui. Le problème, il est là. Alors que ce fleuve-là, c'est comme du côté du Nil, c'est un fleuve continental, ce n'est pas seulement pour notre pays. On a dit que l'eau peut être une source de paix comme une source de conflit. C'est une réalité. Rien qu'au niveau de Conakry, il y a eu combien de manifestations liées à l'eau et à l'électricité. Tout récemment, il a compris au niveau de l'OMVS du Sénégal, l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, on a vu que le CNRD a dû taper sur la table parce que la Guinée n'était pas bien représentée. Chaque fois qu'on veut nommer des hauts cadres, la Guinée n'occupait pas de bons postes. On a dit alors ce fleuve qui prend sa source ici chez nous, à Mamou, vraiment, pourquoi ça peut arriver à ce niveau alors que tous ces autres pays-là, c'est-à-dire le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, bénéficient de cette eau. Et les hauts cadres au niveau de cette agence sous-régionale, vraiment viennent de ces pays, la Guinée les présente. Et ça a été vraiment une tension entre la Guinée et le Sénégal. Donc cela veut dire que l'eau, quand on le dit, l'eau peut être une source de problème comme source de solution, de paix. Voilà, c'est un exemple que nous avons. Donc moi je pense, l'investissement, on ne doit pas jouer avec, on ne doit pas blaguer avec. L'eau, c'est aussi l'assainissement, les stations d'épuration des eaux. En Guinée, c'est un truc que si vous voulez très bien vivre cela, c'est-à-dire les stations de traitement des eaux usées, il faut se rendre dans des cités industrielles comme le cas de la CBG. À Conakry, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Je vais faire allusion un peu à la station d'épurage de eau usée qui se trouve du côté de Donka. Et cette station d'épurage nous permet de traiter les eaux usées, c'est-à-dire les eaux de latrines un peu partout, d'être de Kaloum, de Dixine et de Matam, de bien traiter. On parle même de l'extension l'extension et de la modernisation. Tout ça, ce sont des moyens que nous avons, des possibilités que nous avons. Mais malheureusement, avec tout ce qu'on a débloqué, des moyens pour pouvoir
comment pas moderniser, agrandir cette station. Ce n'est que juste quelques quartiers de Kaloum, de Matam et de Dixine. Mais au-delà de Madina, il n'y a pas station d'épuration d'eau. Imaginez dans d'autres pays, quand vous le dites, ils vont dire mais ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Oui. Le cas de la CBG, dont je connais très bien au niveau de Sangaredi, il y a une station de pompage de traitement des eaux usées. Quand on traite l'eau qui sort du robinet, vous ne pouvez pas imaginer que cette eau que nous avons du robinet là, qui sort maintenant, ne peut pas être bue. Mais cette eau qui traite après, l'eau est utilisée pour l'arrosage, dans les jardins, et ainsi de suite. On n'est pas ailleurs. Je parle de la CBG et je parle précisément de Sangaré. Donc, on dit souvent, quand tu ne sais pas t'habiller, il faut regarder ton ami. Comment il s'habille, vous pouvez le trouver. Nous avons le cas de cette organisation, de cette compagnie. Pourquoi on ne peut pas se référer, prendre les transferts de compétences, bénéficier de cela, installer ça, même pas dans toutes les sous-préfectures de la, mais au moins dans les capitales régionales, qu'on arrive à bénéficier. Si mettre dans toutes les capitales régionales, ça pose des problèmes, alors au moins les grandes villes qu'on essaie de le faire. Donc le problème d'eau, il faut qu'on se lève, qu'on tienne compte de cela. Parce que si ce n'est pas bien réglé, bonjour les conflits. Bonjour les dégâts. Oui, cette précision que vous avez voulu apporter, oui, je voulais dire que parce qu'il avait axé son analyse surtout aussi sur le comportement des agents de l'ASEG. J'ai voulu le dire quand même qu'ils sont champions en deux catégories. Et la déposition des factures chez les abonnés. Le dépôt alors. Voilà, et lorsqu'il y a il y a des subventions au niveau de la SEG, comment se partager et je connais une chanson qui dit que facture nous façonnons, voilà, c'est qui est le reste en tout cas il faut beaucoup contrôler, c'est très important parce que l'eau est source de vie, le rappelait tout à l'heure et surtout il y a souligné un facteur très important, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas créer une police de surveillance et de veille des équipements, pas que des équipements. En Guinée, le citoyen lambda pense qu'il est au-dessus de la loi, le Guinéen aime parler de loi, mais n'aime pas respecter la loi. Excusez-moi d'ouvrir cette petite parenthèse. Il y a quelques années, j'attirais l'attention des autorités sur la gratuité des poubelles. Poubelles installées, des bacs à ordures installés un peu partout le long des routes. Je leur ai dit que c'était une erreur pour l'État. Une véritable faute même, commise par l'État. Pourquoi je le disais? Parce qu'aujourd'hui, l'État perd en ramassant cela. Un citoyen qui prend des ordures chez lui, qui vient déposer dans ses bacs à ordures, vous l'exemptez d'un abonnement au niveau des PME, et ces PME ne peuvent pas vivre si ce citoyen ne prend pas son courage à deux mains pour payer à la fin du mois 20 000, 25 000. C'est peut-être trop pour certaines familles, je peux comprendre, mais si chacun partait de ce principe ou acceptait de se soumettre à ce principe, aujourd'hui on aurait pu délocaliser le dépotoir de Dar Salam, la décharge de Dar Salam pour Kountia. Je ne suis pas en train de défendre de Kouria. Voilà. Donc je ne suis pas en train de défendre les dirigeants. Je suis en train juste de donner des pistes de solutions. Ça c'était juste Abdallah Satouler, oui, non, des pistes de solutions. Abdallah Satouler, parce que moi je pense les PME ont un rôle. Et la population aussi a un rôle à jouer dans ce cadre-là. Tu produis un déchet, tu payes. Mais c'est ce que le gouvernement n'a pas accepté. Et mettre les bacs là, je pense que les bacs ne sont pas dans les quartiers. Mais les gens prennent dans les conditions, les bacs se trouvent dans des lieux de récupération de ces ordures. Si maintenant toi tu es proche de bacs, je ne trouve pas tellement de mal. Ça aussi, ce sont des exceptions. Je pense qu'il ne suit pas l'actualité. Voilà. Peut-être tu ne vois pas ces gens-là. Tu as baissé à l'aéroport. Nous, chez nous, on prend sur des distances. Je connais des gens qui prennent leur véhicule. Ils mettent des ordures dedans, sur de longues distances. Là, je te le dis carrément. Il peut venir et dépasser un premier bac à ordures qui est rempli. C'est un constat que j'ai fait depuis une semaine. Un deuxième bac à ordures qui est rempli. Il cherche un bac à ordures vide. Il met. Si tu veux, je te prends des images. Et puis la personne continue sa course. Je ne vis pas en Guinée alors. Non, c'est ce que je te dis. Abdallah, on vit sur l'axe, on connaît les réalités. Nous sommes en route baluée. Donc ceux qui sont... Excuse-moi, dans ce cas, juste de placer cela pour... Alors, je fais partie des gens, des populations qui vivent, qui sont 5e dans l'Afrique parce que le confort de vie... Oui, nous sommes heureux.
nous sommes heureux. Non, pas tout le monde maintenant. On est heureux en Guinée en général, mais ceux qui sont en haute banlieue, vraiment, c'est l'enfer pour vous. Non, on est heureux aussi, mais on ne respecte pas les lois. Voilà, ce que moi je veux rajouter quand même, c'est qu'il faut comprendre l'esprit du Guinéen. On est dans une vision ou dans un esprit d'obédience socio et communiste depuis Sékou Touré. Je le dis sincèrement par connaissance de cause. Bangali, parce que le capitalisme... Non, je ne vais pas le... Écoutez-moi très bien. Okay, le capitalisme ne s'est pas trop et inculqué dans nos comportements. C'est très très important. Comme vous le dites tout de suite là, un travailleur qui a une voiture, qui travaille, qui a des sources de revenus à la fin du mois, qui se permet de produire des ordures à la maison et de prendre ça pour aller jeter ça dans les ordures, ça peut pas dans les bacs à ordures. Moi j'ai vu en Guinée, lorsqu'on a parlé des compteurs prépayés là, automatiquement ils disent ça ne marche pas parce que tout nous appartient. Ok? Donc le Guinéen, tant que l'État, parce que tout le monde, regardez, quand il y a catastrophe ou bien il y a soulèvement, on dit toujours l'État. Personne ne va dire non. Qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays? Comme le disait l'ancien président américain, mais qu'est-ce que le pays peut faire pour moi? Le Guinéen, c'est l'esprit là que nous avions et nous sommes les meilleurs exemples en Afrique. Oui, le communisme a joué, donc, si je le dis cela, voilà, je suis d'accord avec lui. Donc, parce que quand on a dit non à la France, les pays qui sont venus au secours de la Guinée, c'était les pays de l'Est. Ça, c'est la Tchécoslovaquie, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est Cuba. Ce sont des pays communistes. Donc aujourd'hui, même le sucre qu'on envoie dans les quartiers, c'est au niveau de bord, c'est dans les PRL et autres, là, c'est eux qui distribuent. Et ça, on attend toujours qu'on nous envoie tout. C'est le tissu qu'on envoie, on partage, tu vas prendre ta part, et ainsi de suite. Donc cela veut dire... On est devenu dépendant. Non, on est comme ça. Regarde, à un moment donné, lorsqu'il n'y avait pas Al-Barak, moi je voyais quand les citoyens se fâchaient parce qu'il n'y avait pas des camions et venant de la commune, les camions. Oui, parce que là c'était des points de regroupement à l'époque. Ils mettaient les ordures, c'est même pas sur les routes. Hein. Et vous voyez les bordures, le trottoir. L'autoroute. Ils plaçaient là-bas sur le trottoir et puis chacun venait jeter. Et il faut saluer quand même la bravoure d'Alpha Condé qui a su combattre cette attitude malsaine. Et vous serez d'accord aussi avec moi, lors des manifestations, à chaque fois qu'il y a manifestation, les gens d'abord s'attaquent aux bacs ordures là, pour jeter sur les autoroutes et ainsi de suite. Donc, tu demandes quelqu'un qui sort automatiquement et dit mais pourquoi l'État ne fait pas son rôle? Mais pourquoi l'État? Non, l'État ne peut pas. Aujourd'hui, au-delà des ordures, il faut aussi sensibiliser, puisqu'on parle de l'eau. Il faut sensibiliser les populations à payer les factures, à s'abonner, à éviter d'intercepter les conduites d'eau pour s'approvisionner en eau. Évidemment, ça, il y en a plein dans les quartiers. Et surtout, ils perdent le couteau volontairement. Interpeller également la SEG, parce que là aussi, c'est un véritable souci. Je crois qu'il faut pointer du doigt sur l'insouciance de ce qui nous gouverne depuis longtemps. On refuse de voir clairement et d'accepter effectivement il y a un pied joint très important de la desserte en eau et qu'il fallait que l'État à un certain niveau puisse réfléchir et trouver des solutions idoines. C'est inadmissible qu'on nous dise, qu'on nous appelle château d'eau d'Afrique. Et depuis longtemps, je crois que c'est des cours de géographie qu'on a reçus depuis le primaire. Et nous avons plus de 3500 cours d'eau en République de Guinée ici. D'ailleurs même, c'est assez discutable parce que avec, disons, cette déréglementation climatique, ces réchauffements climatiques, aujourd'hui, tous ces cours d'eau-là sont en train de disparaître, de tarir petit à petit parce que tout simplement, parallèlement aussi, dans le cadre de la protection de l'environnement, l'État n'en fait pas quelque chose. C'est assez déplorable qu'on en soit là. Vous prenez le Maroc, par exemple, au niveau du Maroc, ils n'en ont pas assez de sources d'eau, mais la transformation, parce que la pluviométrie, pour ainsi dire, au niveau du Maroc, par exemple, n'est pas beaucoup plus élevée qu'en République de Guinée. Donc, mais au niveau du Maroc, puisqu'ils sont en avance en termes de technologie et d'équipement, ils sont capables de transformer même l'eau de pluie que nous... voilà, donc ils restent là pour en faire ce qu'on appelle une eau buvable à travers, disons, ces centres d'épuration et tout ce qui s'en... Donc, ici, on n'avance pas. On recule et on n'innove pas parce que à un certain niveau... Vous imaginez après 10 ans, c'est-à-dire qu'on soit là, disons, à regretter ou à avoir ce qu'on appelle un souvenir de l'ancien régime de 2008, c'est-à-dire que du régime du général Lansana Conté. Donc pendant plus de 15 ans, jusqu'à maintenant là, on n'arrive pas de créer pour que nous sortions dans ce stade-là. Donc je crois que c'est important à un certain niveau que l'État puisse revoir. Parce que l'État, il y a des hommes et des femmes qui incarnent l'État.
Nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement, nous avons des institutions, nous avons des directions. C'est l'ensemble de tout cela, y compris nous-mêmes, qu'on appelle l'État. Donc, ceux qui incarnent l'État doivent pouvoir avoir cette possibilité-là de mettre en place une politique d'adduction d'eau un peu partout en Guinée. On ne devrait même pas parler de la capitale aujourd'hui. Oui. Vous prenez... on devait parler du territoire national. Du territoire national, vous prenez beaucoup de préfectures aujourd'hui, beaucoup de zones où vous n'en trouverez pas, excepté de quelques points d'adduction que l'UNICEF avait octroyés. Et quelques addictions d'eau installées à l'époque avec Dadis. Avec Dadis. Oui. Vous n'en trouverez pas. Donc, il y a certaines localités où les populations qui ont ce qu'on appelle des cours d'eau en abondance, qui ont pu, à travers la contribution de certains ressortissants, qui ont pu quand même créer, disons, cette politique d'addiction. Et ils en ont. Mais est-ce que c'est valable pour toute la population guinéenne? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ne serait-ce que cette politique-là, on aurait dit quand même, disons, permettre à beaucoup de citoyens, à travers le pays, dans son ensemble, quand nous prenons la Basse-Côte aujourd'hui, ici, la Basse-Côte ne manque pas d'eau. Ne devrait pas manquer d'eau, pour ainsi dire. Vous prenez Kindia, même la Moyenne Guinée. Oui, vous prenez Kindia. La Moyenne Guinée, c'est discutable. Beaucoup de cours d'eau sont en train de disparaître aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, ça n'existe plus. Et vous voyez même Garafiri aujourd'hui, le fleuve Concoré aujourd'hui, là, il arrive à un certain niveau, vous constatez une baisse drastique de la quantité d'eau. Donc là, il faudrait interpeller la nouvelle ministre de l'Environnement, je pense que c'est Djami Diallo, si je ne me trompe, qui est ubiqué au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il faut l'interpeller. Oui, évidemment, il faut l'interpeller. Pourquoi vous avez peur? Parce que je parle de ministre là, tout le monde crie. Est-ce que vous comprenez? Le mal est assez profond. Aujourd'hui, comment voulez-vous que ce gouvernement, enfin, je ne connais pas le niveau de la toute nouvelle ministre, mais on a vu ici un ministre du gouvernement qui faisait la promotion de la coupe abusive et sauvage de bois pour vendre cela. Donc parallèlement et paradoxalement, on fait la promotion de la protection de l'environnement et tout ce qui s'ensuit. Donc voyez-vous que dans notre pays, nous voulons la chose et son contraire. L'État n'en fait pas assez. Nous, la population aussi, on s'en fout pas mal. Et le peu que nous en avons, malheureusement, nous n'arrivons pas. Et c'est assez regrettable, Abdallah. Il faut alors changer la donne. C'est assez regrettable qu'au Mali, qu'on soit effectivement en mesure d'avoir de l'eau à tout moment. Et qu'en Guinée, ici, parce que c'est cette année ou c'est dans cette période transitoire au Mali qu'on parle de déficit du courant électrique, parce que effectivement le Mali est confronté aujourd'hui au même niveau que nous, au même problème que nous. Avec la Côte d'Ivoire aussi. Donc il y a un problème au niveau du Mali. Donc on peut comprendre, mais antérieurement le Mali était quand même à un stade beaucoup plus élevé que nous, alors que nous on nous considère comme étant un pays qui a toutes les potentialités pour pouvoir effectivement se servir et servir les autres États. Participez au débat sur le 629 95 67 2 fois 629 95 67 2 fois uniquement pour les SMS, pas d'appel s'il vous plaît. Participez au débat et nous ferons en tout cas le plaisir de relayer tout ça à l'antenne avant la fin même de cette émission. Oui, puisqu'on parle d'eau, évidemment, d'eau potable, déjà les robinets sont vides un peu partout dans plusieurs quartiers, dans de nombreux quartiers, mais il y a aussi un autre facteur qu'il ne faille pas mettre de côté, c'est la floraison de ces fourrages. Des fourrages aujourd'hui qui sont implantés ça et là de façon anarchique, sans aucun processus, sans aucun suivi. Est-ce qu'aujourd'hui cela aussi peut constituer, peut avoir des conséquences ou des répercussions graves sur notre pays, surtout sur le tissu, comment on appelle ça en géographie? Je ne suis pas un bon géomètre. La nappe géologue. La nappe phrénatique. Moi je pense que c'est un problème. C'est une crise. Ça devrait nous effrayer. Et si vous voyez dans un pays où les forages prennent vraiment de l'avantage sur l'adduction d'eau à travers des robinets et qu'on voit que ce sont c'est les forages qu'on utilise pour y arriver, ça peut poser problème parce que nous savons très bien quand on utilise le forage, c'est
c'est vraiment à des dizaines et des dizaines de mètres, pour ne pas dire parfois certaines localités, 80 mètres qu'arriver là pour pouvoir trouver de l'eau. Et pour cela, c'est plusieurs couches de sol, de terre, en tout cas, que ces machines dérangent. Et ça peut, si la distance n'est pas respectée entre les différents forages dans un quartier donné, voire même dans un secteur, cela pourrait avoir des conséquences géologiques très compliquées. Donc moi je pense que on devrait vraiment réglementer très bien. Ce n'est pas mettre dans les documents et les mettre dans les tiroirs, mais c'est de pouvoir très bien réglementer cela et suivre ça à la lettre. Nous voyons très bien aujourd'hui ces sociétés indiennes qui pullulent partout en Guinée, avec des Guinéens qui les accompagnent dans ce cas, qui complices, s'il faut le dire comme ça. Je pense que c'est très dangereux. On pense que c'est à Conakry seulement. Non, ce n'est pas seulement à Conakry. Un peu partout à l'intérieur du pays, ces forages prennent le dessus et ça, c'est un problème majeur. Ils ne sont pas, et on n'arrive pas à impliquer un des départements ou un des services du ministère de l'hydraulique pour voir comment faire le forage, quand il faut le faire et où il faut le faire normalement et quelle est la distance requise pour faire cela. Et pour avoir de l'eau, déjà... il y a des études en amont. Il y a des études en amont qui doivent être faites. Même parfois, si ce n'est pas des études, mettre des forages ou des puits, normalement, on devrait être conseillé. Il y a des conseillers pour faire cela. Mais comme cela, peut-être, il y a des frais parfois de déplacement pour cela. Pourquoi il faut le faire? On a l'habitude de faire des puits sans qu'on assiste quelqu'un. Moi, je pense que ça peut avoir des conséquences. Imaginez, vous n'avez que 25 mètres carrés, 20 mètres carrés sur 25, je crois, c'est ça le truc des parcelles. Oui, la parcelle. 25 sur 20. 25 sur 20, et vous avez besoin de mettre le forage ou de puits, que ce soit puits simple ou puits amélioré, mais aussi vous avez besoin de mettre de fosses septiques aussi. Alors, la fosse septique, la disposition de la fosse septique par rapport au puits qui vous permet d'avoir de l'eau potable, il faut que ça soit, c'est là, il y a des mesures à respecter. Parce que si vous n'arrivez pas à respecter cela, vous risquerez de drainer le contenu de la fosse septique dans ces puits. À partir de la terre, c'est là peut-être 5 ans après, 10 ans après, mais ça pourrait polluer le contenu de l'eau. C'est pour ça qu'il est toujours nécessaire d'avoir des spécialistes qui doivent nous conseiller pour cela. Parce que si vous voyez dans une zone où la terre est pentée et qu'en haut, vous mettez une fosse septique, en bas, vous mettez un puits d'eau. Non, mais ça, c'est un suicide. Vous voyez que c'est un suicide. Et ça existe. Oui, il y en a plein comme ça qu'on se retrouve. Et on dit, dans notre puits, on dit qu'on boit de l'eau potable, alors que ce n'est pas de l'eau potable. On dit oui, c'est l'eau potable, vous pensez. Mais en profondeur, à partir de 40 mètres, 50 mètres, des années après, le contenu de la fosse septique traverse les roches pour se retrouver dans l'eau, soi-disant l'eau potable que nous buvons. Vous voyez les conséquences. C'est pour cela il est toujours important, dans les conditions normales, en dehors de la corruption que nous connaissons ou le laxisme de nos cadres ou des fonctionnaires, on devrait tout faire pour les impliquer afin d'avoir un bon conseil. Si cela n'est pas fait, cela posera énormément de problèmes. Donc c'est un problème que nous avons aujourd'hui, et que ça soit à Conakry ou à l'intérieur, parce que vous avez très bien, au-delà de parler des forages, dans beaucoup de concessions à Conakry aujourd'hui, il y a des puits à peine bien même couverts, à peine on arrive à bien couvrir. C'est seulement quelques feuilles de tôle qu'on met dessus juste, parce que s'il n'y a pas d'eau dans votre concession de robinet, l'eau de la sec, vous êtes obligé de prendre l'eau que vous avez. Parfois, c'est la saison des pluies même, c'est avec l'eau de pluie qu'on recueille. Et nous savons très bien, pendant toute la saison des saisons sèches, la poussière, les chats qui sont sur nos toits, avec la défécation que nous connaissons sur nos toits, et qu'on recueille cette eau, même si c'est pour laver, faire la vaisselle ou la lessive. Parfois même, on essaie de bouillir cela parce que... on est exposé à tout. Bien. Vous voyez les gens, voire même prendre de l'eau, comme on a vu dans notre bande-annonce ici, la boue dont on parle, vous voyez des gens recueillir cette eau à travers du sable, on filtre et on essaie de boire. Donc, on n'est pas dans un milieu rural. Tout ce que je dis, ça se passe à Conakry. Donc, je pense qu'on doit être réfléchi. Avant de faire ces forages, on doit être réfléchi avant de de creuser ces puits, car cela pourrait avoir des conséquences très graves. On arrive à voir chaque fois avec des enfants qui sont très sensibles à la moindre des maladies hydriques. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui prennent le coup. On se demande, mais qu'est-ce qu'on a? Mon enfant est toujours malade. Vous ne savez même pas que l'eau que vous prenez dans votre concession, dans votre puits amélioré, voire même dans votre forage, qui est à la source de cela. Et cela peut être vraiment dramatique. Fodi Bangali Dansoko, aujourd'hui, est-ce que l'État doit mettre ou réglementer ce secteur? L'État est le problème à ce problème. C'est ça la vérité. Bangali. L'État est le problème.
L'État est en train de créer une situation. L'État est en train de créer une situation et d'entretenir une situation gravissime pour les futures générations. Je le dis en connaissance de cause. Mais tu as des fourrages chez toi. Voilà, je m'explique. Ce n'est pas l'État qui a mis un oui, forage. c'est l'État parce que s'il y avait l'eau dans les robinets, je pense que les gens allaient quand même se départir de cette histoire de forage. Est-ce que tu as utilisé un spécialiste pour faire des forages chez toi? Non. Mais attends, quel spécialiste? Non, il n'a pas J'ai pas fait. J'ai jamais été chez lui, mais je pense qu'il n'a pas. Pourquoi l'État alors là n'a pas fourni, ne m'a pas donné de l'eau aussi pour pas que je puisse faire recours au forage? Les premières conséquences, c'est pour toi, cher ami. Ce que je veux dire qui sera gravissime pour l'avenir, je m'explique. Et vous voyez-vous, et que si vous prenez par exemple la commune de Ratouma, et dans chaque concession, il parlait ici des mètres carrés des concessions, et vous allez voir 10 bâtiments, mais 10 forages en même temps. C'est très grave. Oui. Il y en a à Ratouma. S'il y a 20, il y a 20 forages en même temps. Parce que pour certaines personnes maintenant, avoir le forage chez lui, c'est un luxe. C'est une sensation morale. Voilà, de nantis qui disent oui, monsieur, il faut forer. Et forer, c'est 80 mètres de profondeur. Imaginez-vous maintenant, la Guinée n'est pas une zone sismique. Mais ça peut arriver. Donc, à travers ces fichures qu'on est en train de faire, parce qu'il y a des moments aussi où nous assistons un peu à des tremblements de terre, à des séismes légers, mais qui ne sont pas pour autant qui impactent toute la capitale, mais ça va venir. Et lorsque ça va se faire, il y aura comme en Asie des fissures. Et cela est très grave. Oui, mais ça, excuse-moi, la précision là, le séisme, on a connu ça, je crois, il y a environ 5 ou 6 ans à Conakry. Ça n'a pas fait quelque chose de 5 ou 6 secondes. Voilà. Mais on l'a senti, le lit bouger. Voilà, c'est pour cela que je dis d'abord que c'est l'État qui a créé ça et est en train d'entretenir ça encore. Parce qu'il laisse encore les gens fourrer. On ne sait même pas à quelle fin. Parce que tout le monde veut maintenant avoir son eau à la maison pour se départir de cette histoire de la SEC. Parce que l'État s'est complètement désengagé de son rôle. Le rôle, c'est de donner de l'eau aux Guinéens, parce qu'on a le château d'eau d'Afrique occidentale. Donc, jusqu'à présent, mais ils aiment même ça, parce que je venais de le dire. Je dis qu'ils sont champions dans deux actions. S'il s'agit de déposer les factures à la maison pour que les abonnés puissent payer leurs factures, ils viennent avec un sourire. Monsieur, ça va, vous allez bien? Voilà la facture. Quelle facture vous me parlez? Lorsqu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Donc, après ça, ils demandent toujours des subventions, ils demandent un budget colossal. Chacun vient, il y a des professeurs ou il y a des chercheurs spécialistes en leur matière là-bas. Je ne sais même pas où ils ont eu leur doctorat ou leur professorat. Ils viennent, ils font des grandes analyses sur la politique hydraulique. Après, maintenant, ils demandent de l'argent. Bien. Tant que l'argent n'est pas payé, ils continuent à crier comme des perroquets sur les ondes ou bien à dénigrer les gouvernants. Mais une fois que la subvention est sur la table dans leur bureau, il y a la répartition, l'argent se mange doucement et puis sans bruit. Donc, la nature a l'horreur du vide. C'est ce vide-là qui a créé l'occasion de cette floraison sauvage de ces forages-là. Malheureusement, le ministère de l'Environnement, puisque ça relève de lui, on est d'accord que ça crée de l'érosion dans notre pays. Le ministère de l'Environnement aurait dû prendre toute sa responsabilité. Parce qu'à un certain niveau, quand Oye, si je ne me trompe pas, Oye Guilavoguet était ministre de l'Environnement, il avait tapé du poing sur la table pour interpeller et menacer. Papa Koli Kourouma qui avait même parlé de recensement afin que les gens puissent même payer de l'argent parce qu'ils ont fourré chez eux à l'État. Mais tout ça là, c'était de la magouille parce que les gens avaient vu déjà dans son jeu là où il voulait en venir. Oui, l'autre aussi, dans le cadre de la protection de l'environnement, il constate effectivement une menace dangereuse du couvert végétal, même au niveau de la capitale. Parce que il y a un standard qui devrait être respecté, et je crois que cela n'a pas été respecté. Vous verrez dans un quartier, vous pouvez avoir plus d'une centaine de forages. C'est quelque chose de catastrophique pour l'environnement, et voire même pour les habitants dans le futur. Donc, je crois que l'État aujourd'hui a complètement fui sa responsabilité dans notre pays, et c'est à l'État de créer toutes les conditions pour pouvoir décourager les futurs candidats il y a des gens qui ont commencé à commercialiser ces eaux-là et voilà, du forage, celui qui joue encore sur la nappe phréatique. Abdallah, Monsieur Mohamed Ba, voilà. Donc c'est déjà compris. Ils sont très heureux même, c'est le nom de leur mère. C'est déjà compris, donc on va aller avec quelques réactions avant de changer de sujet. Bonjour au paradis, bonjour Kindia, mon village natal, Fadoulaye. Nous les Guinéens, on devait dire Journée internationale des forages.
malgré que nous sommes classés 5e. Alors, bienvenue au paradis. Alpha Zidane, tu es où? Viens, tu vas nous parler de ton quartier Kiroti. Il est scandaleux que la Guinée, malgré sa position géographique et ses ressources, laisse perdurer une crise d'eau aussi grave depuis tant d'années. Les citoyens ont droit à un accès à l'eau potable et les dirigeants doivent être tenus responsables de leur inaction. Il est temps de dénoncer cette négligence et d'exiger des mesures immédiates pour résoudre ce problème vital. Bona Oula depuis Kiroti. Merci, cher ami. Et cet autre SMS qui nous dit bonjour, bonjour, il fallait rester sans appeler le paradis par son nom, car depuis l'appellation paradis, rien ne va plus dans ce pays. Paradis sans eau, paradis sans électricité, paradis sans quoi manger, paradis sans paix. Mais où allons-nous en faisant croire au monde entier que tout va bien? Paradis avec des dirigeants, le mot je ne peux pas, le qualificatif je ne peux pas l'utiliser. Paradis pour les chefs et enfer pour le peuple. En passant, il n'y a pas de géographie sans une démographie heureuse. Bref, ceux qui écrivent sur Google ne vivent pas en Guinée. Le Guinéen qui nous laisse ce message. Merci, le message est déjà compris, le Guinéen. Bonjour mes journalistes. Le chef de l'État devrait régulariser le courant électrique au moins d'une manière intelligence artificielle. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il raconte là? Ouais, c'est possible. Et puis c'est Mba Moba qui nous écrit depuis pas facile. Il est doublement bas. Mais je répète pour toi. Allez, bas, il ne suivait pas. Doublement bas. Bonjour mes journalistes. Le chef de l'État devrait régulariser le courant au moins d'une manière d'intelligence artificielle, écrit-il. Bas, mon bas, depuis Antafa. Et c'est vraiment intelligent ce qu'il a dit. Là, vous minimisez, mais c'est très fort parce que c'est un niveau très élevé. Et ça, c'est qu'il dit là. Je pense qu'il faut tenir compte de cela. Parce que... arrête. Non. Intelligence artificielle. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour la desserte en électricité. Mais pourquoi pas? Mon cher ami, est-ce que le jeune n'est pas en train de... Je prends un exemple. Je parle des panneaux solaires. J'ai parlé hier, quand on parlait des panneaux solaires, j'ai parlé au niveau de l'hôpital préfecture de Kouroussa, où une ONG internationale a donné ce champ pour donner de l'électricité à l'hôpital préfectoral. Vous savez très bien, dans la gestion de ces panneaux solaires, il y a deux personnes, deux structures qui gèrent. Il y a la compagnie, la structure qui a installé ce panneau solaire, ce champ, qui se trouve en Europe, et l'autre en Guinée. Ils savent déjà quand il y a un problème, à partir de comme on appelle la connexion, ils peuvent vraiment gérer le problème à distance. Ça, c'est une intelligence qui est là quand même qu'on ne va pas nier. Sauf si maintenant vous pensez à une intelligence trop sorcière. Non, c'est ce qu'il faut dire, que cette intelligence a des préalables. Là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi. C'est un bas. Moi, je m'arrête là. L'intelligence des bas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est une intelligence. Vous êtes trop en avance. Oui, c'est ça quoi. Je dis coucou au Premier ministre Baouri. Allez, c'est compris. Une pause. Derrière, on se retrouve pour parler d'autres sujets dans votre émission Le Scanner. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia. Il y a de l'eau, pas comme à la Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akila, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif.
Chaque matin, quand il est 9h sur votre média de prédilection, vous le savez déjà, Kavi Média sur la 89.5, vous nous regardez sur le canal 113 du Bouquet Star Times. Et même moi, je vais donner l'indication à Michel parce qu'il ne voit pas mon fond. Allez, je vais l'indiquer tout doucement. Il va comprendre certainement. Procès des événements du 28 septembre 2009. Après 3 jours de débat intense sur fond d'arguments juridiques entre les différentes parties autour de la réqualification des faits, le tribunal a finalement tranché hier mercredi. Le juge Ibrahima Sory de Tunkara a ordonné que cette question soit tranchée dans la décision sur le fond, ce qui permet d'entamer la phase des confrontations à partir du 25 mars 2024. Mohamed Baba, on en parlait hier. Oui, on en parlait, la réqualification des faits. Déjà, les différents avocats, les différents conseillers des 11 titulaires de ce qui se passe, je mets le terme un peu sportif dans le cas du 28 septembre, les 5 titulaires accusés qui se trouvent dans le box des accusés, leurs conseillers se sont battus, se sont accrochés bec et ongle pour y arriver, soit à ce qu'on réqualifie, d'autres qui disaient non, ce n'était plus possible parce que déjà nos textes de loi qui régissaient cela ne datent antérieures à la qualification des faits. Donc au finish, après avoir passé 3 jours de débat autour de cette situation, le juge a essayé de calmer l'ardeur des différentes parties, les avocats de la défense et les avocats de la partie civile, mais aussi le parquet général, pour pouvoir continuer dans le fond des dossiers, parce qu'ils pensent que pour un départ, il faut essayer de passer par cette stratégie afin de pouvoir trouver des éléments qu'il faut, des éléments qui vont permettre de bien asseoir la conviction des uns et des autres, ce qui n'est pas de l'avis des avocats de la défense qui pensent que le président du tribunal Tunkara est passé complètement à côté. Pour eux, cela ne devrait même pas connaître une prolongation ou de suspense autour de ce verdict qui est attendu de la part des différentes parties impliquées dans ce dossier. Donc, les confrontations tant attendues vont reprendre, mais les différents avocats, surtout les avocats de la défense, ne sont pas menacent même de boycotter. Ils ne sont pas satisfaits, ce que je vous l'ai dit, ils ne sont pas satisfaits dans cette position ou dans cette décision prise par le président du tribunal du dossier du 28 septembre. Je pense que ils vont trouver un bon terrain d'entente afin de pouvoir bien éponger, bien éplucher, bien traiter ce dossier qui n'a que trop duré, en tout cas dans ce drame qui s'est passé au stade du 28 septembre en 2009. Précision importante. Quand on parle, pourquoi on parle de fond? Le fond en droit, c'est des dispositions, qu'elles soient légales, réglementaires, conventionnelles et ou coutumières, sur lesquelles le juge prend appui pour faire apparaître les droits des parties. Et donc, vous savez très bien, vous comprenez pourquoi la défense a peur. La défense a peur, mais aussi la défense voudrait aussi profiter de d'un autre fait, c'est-à-dire la forme. On pense aussi en droit, on croit, en droit on ne pense pas. Le droit est dans les livres, comme on le dit toujours, le droit est dans les livres. Et donc pour eux, la forme peut vraiment commander le fond. Et si la forme n'est pas bonne, difficilement vous pouvez atteindre l'objectif principal qui est la vérité. Donc si la forme est rejetée et que le juge veut statuer sur le fond, là ça va être compliqué. Très pour compliqué. La défense. Mais la défense pense déjà que les dés sont pipés. Les dés sont pipés, c'est qui est clair. Il peut y avoir réqualification, même après la confrontation. Après la confrontation, pour eux, c'est déjà calé, il n'y a rien à dire. Oui, Yaya Diallo, par rapport à cette actualité qui défraie la chronique, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'en cas de réqualification, tout serait mis, on se retrouve à la case départ, si on peut l'appeler ainsi. Oui, je crois que c'est important et ça paraît être prévisible de ce qui se passe au niveau du tribunal de Dixing, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Cette réquisition du parquet demandant au tribunal de réqualifier les faits, je crois que, admettons que c'est un droit qui est dévolu au parquet qui peut poursuivre à charge et à décharge. Je crois que c'est important. Maintenant, les circonstances peuvent être, disons, discutables.
quand on sait effectivement on était presque vers la dernière phase de ces projets-là, de ces procès-là. Mais on le rappelait souvent, même les témoins, à un certain niveau, les statuts pouvaient changer. C'est effectivement constaté leur implication, ou tout au plus ou moins, ou voilà, donc leur complicité avec certains accusés. Donc, il en est de même aussi pour les faits. Parce que réqualifier un fait, ça veut dire que c'est de donner notre nom de la chose, voilà, pour laquelle ils sont poursuivis. Donc, je crois que c'est cette question. Et dès l'instant que c'est là, c'est le crime, enfin, contre l'humanité. Qualifier les faits en crime contre l'humanité. Ça sous-entend que les tribunaux guinéens ne seront plus compétents et qu'il faut transférer le dossier au niveau de la CPI. De la Cour pénale internationale. Donc, ce qui fait que ça crée de la trouille au niveau de la défense. Et c'est la première fois, ce qu'il faut rappeler, c'est la première fois que cette défense divisée en tout est devenue soudainement solidaire et puis voilà, unie dans les arguments, dans les faits, tout ce qui s'ajoute. Parce que tout simplement, la menace, elle concerne tout le monde là. S'unir ou périr. La menace concerne tout le monde. Non, mais c'est s'unir ou périr. Je l'avais rappelé. Donc, vous ne constatez plus des contradictions. Aujourd'hui, ils se rendent compte que le bateau là, ils risquent tous de s'embarquer là-dedans. Et arriver de l'autre côté, là-bas, c'est le droit international. C'est le droit international, c'est pas... On n'est plus dans le code de procédure pénale guinéen. On n'est plus dans le code pénal guinéen. Dans le code pénal guinéen. Donc, voyez-vous que c'est quelque chose de très important et de très inquiétant pour la défense. On a vu quand même ces 3 derniers jours-là, on a vu des arguments qui ont été avancés de part et d'autre. On a vu quelques avocats qui ont eu, disons, toutes les argumentations juridiques pour pouvoir dépiécer l'argument du parquet. Et je crois que c'est ce qui fait la beauté du droit, c'est cet esprit de contradiction. Et je crois que le président a écouté toutes les parties. Bien. Et on a écouté la partie civile, on a écouté toute la défense. Et puisque c'est lui le souverain, il appartient à lui de statuer. Parce qu'il faut rappeler, bien qu'il soit le souverain, mais lui-même le juge, il est soumis à la loi. Et je crois que à l'autorité de la loi, comme on le dit dans les cours de droit, donc ça sous-entend que lui aussi, la décision qu'il prendra doit être effectivement motivée par des arguments juridiques, par des articles ou des dispositions de la loi pour pouvoir justifier, disons, la décision qu'il va prendre éventuellement. Donc c'est en cela que nous demandons à ce que le juge, puisqu'il a tous été, pour qu'il soit lucide, vigilant et qu'il puisse prendre la décision qui s'y est et qui s'impose en toute indépendance. Fodé Bangalé, est-ce que vous pensez qu'une réqualification des faits est possible dans ce procès des événements du 28 septembre? Oui, c'est possible vu la poursuite en fait et de ce jugement. Déjà, les éléments qui ont été apportés tout dernièrement ont apporté leur eau au moulin. Donc c'est ce qui a permis déjà de créer un semblant mariage, mais assez solide des avocats de la défense. Donc ils se côtoient maintenant, là ils sourient ensemble et puis ils mangent ensemble. Donc pour dire non, s'il y a réqualification, donc le problème peut être grave pour nous d'abord. Tous concernés. Donc ils seront aussi contraints de se déporter à la haie là-bas et pour se heurter à des sommités intellectuelles en matière de droit. Donc il vaut mieux rester dans son pays, dans son petit pays et gérer ce problème avec sérénité. Donc espérons le bien, mais le problème c'est que quand il y a réqualification quand même, c'est qu'il y a des éléments qui ont été apportés. Donc cela est... on n'est pas loin d'une réqualification. Et voilà, cela est dû à les inquiéter, mais c'est ça la réalité. En fait, il ne faut pas se leurrer parce qu'il y a des familles qui ont été éplorées. Jusque-là, il y a des gens qui ont été disparus, qui attendent... Qui ont disparu depuis des années, qui attendent quand même un signal de leurs parents, ou tout au moins savoir où ils ont été enterrés. Cela est important. Donc, ce courage politique devrait quand même... Moi, je ne vais pas dire
citer quelqu'un ou autre chose, mais Dadis a été un président de la République de Guinée. Tout ce qui est arrivé, et il devait quand même avoir un courage politique pour nous épargner quelques trucs dans ce procès, jusqu'à ce qu'il y ait tiraillement arrivé maintenant à la réqualification. Parce que ça sera une honte encore une fois dans l'histoire de l'Afrique et des Africains encore de se déporter devant les Blancs pour qu'on soit jugé. Parce que les Blancs ne font que nous bombarder tous les jours et eux ils ne vont jamais à la haie. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes en Afrique, donc c'est les Africains même qui sont les véritables transporteurs, les véritables clients. Les clients de ces gens-là, ils mettent d'autres Africains dans leur locomotive pour les traîner là-bas. C'est un autre débat. Donc cette réqualification, non, oui, allez-y. C'est ma façon de voir. Oui, c'est un autre débat qu'on peut ouvrir. Je suis d'accord, voilà. Mais cette réqualification... Vous rêvez de voir Vladimir Poutine à la haie? Vous rêvez cela? Vous rêvez de voir le président de Bush d'abord, Bush fils, mon frère. Bien. Même Barack Obama. Bien. Voilà, c'est ça. Bien. Sarkozy. On comprend ta position. Voilà. On va aller avec quelques réactions. Bangalé, excusez-moi. On va aller avec 2 réactions et vous laisser clore. Bonjour Kavi Média, le média du développement. Monsieur Abdallah, j'avoue, Kavi Média devient du jour au jour ma petite dose de drogue matinale. Monsieur Abdallah, l'heure est grave. Parfois, je me dis que ce pays ne mérite pas sa population et ses dirigeants en même temps. Nous, population, Dieu nous a toujours sortis des dirigeants à notre image. Le Guinéen ne respecte pas la loi. Ça a commencé par moi. Lui, il commence par moi, qui vous écrit ce texte jusqu'au palais Mohamed V là-bas. Dommage. Cheikh Aoubé, depuis Dar es Salaam, citoyen du paradis, 2e main. Oui, citoyen du pays, de l'un des pays les plus heureux en Afrique et au monde. Soyez fiers, chers amis. Et cet autre message qui nous parvient. Salam à vous, salam à mes parents de Dalaba, Dintin, Djambouria, d'Akama, dans mon village natal. Attention, à chaque tremblement de terre dans notre pays, cela est un signe de fin du régime du président qui nous dirige. Mais lui, Djambouria, il est encore revenu. C'est Alpha. Je sais, le 28 septembre, c'est Dieu qui m'a sauvé. Et ils ont failli m'assassiner au carrefour chinois par des bérets rouges. Mais grâce à une vieille qui a ouvert sa cour et elle m'a appelé pour entrer dans sa cour. Je la remercie sincèrement. Mais les commanditaires de ce crime doivent être condamnés avec une lourde peine, écrit-il. Les habitants de Koloma souffrent énormément par le manque d'eau dans nos robinets. Bonjour, il dit notre Sylvie 23 joue aujourd'hui avec Vanuatu en Arabie Saoudite. Bonne chance à notre 11 national avec le retour de notre Moulay national. Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma. Djambouria, il fait un condensé de réactions. Il les amène en même temps. Donc c'est difficile de lire le condensé de Djambouria. Mais je rebondirais juste sur celui qui dit que nous sommes devenus une dose de drogue. Pour lui, cette émission est devenue une dose de drogue. Cela veut dire, soit nous sommes des dealers, soit nous sommes quelque chose lié à la drogue. Je pense que désolé, mais je ne suis pas dedans. C'est un qualificatif. Oui, en fait, il parle de dépendance maintenant à chaque matin. Non, il a compris. Il veut juste polémiquer. Les chefs de ce pays. Vraiment, vous êtes devenu. Je suis devenu. Monsieur le PM, c'est ça. Il faut prendre comme ça. Et tu t'étais. C'est notre émission. Voilà. On la fait comme on veut. On la donne à qui on veut. Allez, c'est compris déjà. On part avec cette dernière actualité, la promulgation de la loi L 2024/003 du CNT du 18 janvier. J'y arrive. 2024 portant création de 24 communes en République de Guinée. Qu'en est-il de la rentrée en vigueur et de la mise en place de ces communes? C'est la question que nous nous posons ce matin. Fodi Bangali dans Soko. Voilà le morcellement du territoire ou des communes. Là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Tu es dans quelle commune? Je suis dans la commune de Ratoma. De Sonfonia. Ah oui, mon cher ami. Bon, comme c'est sur les papiers... Il était dans la commune de Ratoma. Tu vois, en fait, le souci est qu'il ne connaît même pas sa commune. Voilà, j'étais dans la commune de Ratoma. C'est moi qui te coiffe. Je suis le futur maire. Dieu merci. Alors, futur maire autoproclamé. Comme j'ai besoin de parcelles là-bas, tu vas m'aider. Donc c'est très très important parce que ça sera aussi une porte d'entrée. C'est ça le mal guinéen. Merci de le rappeler. Oui, bien sûr. Regardez. C'est ça le mal guinéen. Quand il y a nomination, déjà, on voit des chefs en l'air, les pieds en l'air, la tête. Oui, on a vu ça et puis à la télévision nationale. Bienvenue au nouveau Gaulle. Bienvenue en République de Guinée. Laissez Fana tranquille. Non, on n'a pas dit non. C'est toi qui as cité. Non. Personne n'a parlé de Fana là. Pas du tout. Ça n'engage que toi. On a parlé de ministre qui était à l'air. Comme le champion de RS5 de la Côte d'Ivoire. Monsieur, c'est vous qui... Ça n'engage que vous. On n'a pas parlé de Fana. Moi, j'ai parlé juste de la choix du côté de la RTG. Non, nous, on n'a pas parlé de Fana. Quand on a vu le ministre
ministre nommé, il y a certains qui étaient accompagnés. Il y a certains qui étaient accompagnés de griots. 8 Tanambé, voilà. Bon, c'est comme hier, j'ai suivi un élément de reportage où je vois des griots chanter pour le nouveau ministre de la Culture. Bienvenue à Guinée. Bienvenue à Guinée. Même Morikonde. Ah oui. Oui. Bienvenue à Guinée. Bienvenue à Guinée. Avec un dosage éhonté. C'est à toi de qualifier, hein. Je dis. Il est ministre, il fait ce qu'il veut. Non, c'est pas qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Non. Il prend qui doit faire le loge pour lui. J'ai dit, Moïse, c'est tout ce qu'il... Moïse, c'est un prophète. Non. C'est le vrai Moïse. Donc c'est la photocopie. En fait, je crois que le problème, c'est pas Moussa Moïse, c'est un chef. Il a besoin de flatter, tout ce qui s'ensuit. C'est lui. Le problème, c'est ceux qui viennent là-bas. Et puis voilà, qui sont... Non, mais ce sont aussi des griots. Qui sont des professionnels. Qui sont des professionnels de la démagogie. Au lieu de pousser Moïse à créer toutes les conditions pour qu'ils puissent vivre de leur art ou de leur création, je crois qu'ils ne doivent pas venir là-bas et puis voilà, et ascenser quelqu'un qui n'a même pas fini définitivement de prendre fonction. Attendons de voir de quoi il est capable. En tout cas, on va essayer d'y voir clair sur cette rencontre. Moi, je pense sur ce plan, on a nos réalités. C'est vrai, quand on nomme des gens, les gens sont contents parce qu'on pense qu'il y a des détournements, on pourrait avoir de l'argent et intérêt. Mais je pense qu'on a des réalités. Nous avons nos coutumes et mœurs. Quand un chef vient dans un village ou qu'on rend visite, c'est tout à fait normal de l'organiser des petites fêtes, de l'accueillir. C'est la première fois et tout ça, le dérouler au tapis rouge. Mais c'est là, nous connaissons très bien ce monde de culture, ce monde des artistes. Si ça ne va pas, je pense qu'il n'y a rien à dire et ça pourrait péter. Et autrement, je souhaite vraiment, je croise les doigts pour que tout se passe très bien. Mais si c'est le contraire qui se produit, ce secteur de la culture... Lorsque tu seras nommé, je vais faire appel à Fodé Fekany. Et sera ton griot. Allez, on en vient aux choses sérieuses. Il semble être bien entouré. Oui, il est très bien entouré. Non, il y a des bons cadres autour de lui. Honnêtement, il est très bien entouré. Maintenant, c'est sa capacité managériale. Il y a des bons déterminer de quoi son département sera capable. Parce que c'est cela aussi. Il faut être un bon manager comme Abdallah. Moi, mon Kelly officiel, c'est Fodé Fekany Camara. Regardez quand vous voyez le président des écrivains, on a vu comme on avait François comme on appelle Fasseli de Maria qui était là. Et vraiment, j'étais content de voir ces cadres comme ça. Quand vous voyez un certain Ansoumani Guessira Condé qui avait accompagné. Mais les gars, vous détournez du sujet. Allez, non, on parle d'un sujet qui est clair. Je n'ai que 9 minutes. Je n'ai que 9 minutes. On reviendra sur ça demain. Moi, je ne serai pas long. On va pas aller le cadre de cette... Donc tu appartiens à la commune de Somphonia. De Somphonia, oui. C'est un rappel. Voilà. Et il ne faut pas jouer avec ma juridiction. Et j'ai pour chef M. Abdallah. Non. Voilà. Donc, futur maire. Il semble être un bon manager. Oui, un futur maire. Mais attention. Si c'est pour des parcelles? Non, pas pour des parcelles. Je suis son griot, mon cher ami. Il faut comprendre. Je suis son griot. Allez. Et ça veut tout dire. N'en déplaise. Vas-y, cher ami. Sa naissance, le soleil. Non, les partenaires ne sont pas là. Allez, vas-y. Voilà. Et donc, au départ, moi, j'étais très sceptique, mais je trouve quand même salutaire. Alors, vu cette décentralisation, la proximité des populations auprès de leur chefferie, c'était très, très important parce que nous étions heurtés à un moment donné. Et lorsqu'on parlait de recrutement à la fonction publique, j'ai vu beaucoup de jeunes qui dormaient même au niveau de la commune de Ratoma. Mais avec cette décentralisation, ils sont plus proches, en fait, les papiers seront plus accessibles. Cela est une bonne chose. Mais ce qui m'intrigue un peu dedans, c'est que la transition est en train de vouloir, je le dis bien, régler tous les problèmes de la Guinée. À la fois et sans régler un problème. Ouais. Voilà. Donc, parce qu'ils vont créer ça aussi pour mettre des gens encore à la tête de ces... Tout faire sans rien faire. Sans rien faire. Voilà. Parce qu'ils l'ont créé déjà, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'il sera aussi temps de mettre à valeur la mise en place des acteurs spéciaux, comme ils le disent là, des délégations spéciales. Des délégations spéciales, cela aussi va créer un autre problème. Donc, ils vont s'embourber. Donc, ce que moi, j'aurais quand même souhaité, qu'il y a des tâches quand même qu'il faut laisser à un gouvernement démocratiquement élu qui puisse résoudre ces problèmes. On sait déjà que c'était des projets qui étaient dans les terroirs là-bas du ministère de la décentralisation. Donc, mais Morikonde, de par sa vivacité de jeunesse, a voulu faire preuve aussi d'empreinte de son passage. Donc, il l'a fait, même s'il n'a pas terminé le boulot. Mais c'est une bonne chose par rapport quand même à la proximité avec les gens. Le morcellement, ça a été bien. Et Doubreka maintenant n'est plus une préfecture. Donc, il fait partie du Grand Conakry. Il faisait partie du Grand Conakry
Conakry, mais devient une commune. Devient maintenant une commune, et puis voilà, et la population aussi va en crescendo. C'est Kagbelin qui est revenu à Conakry, maintenant Dubreka reste demeure. Non, Dubreka est devenu. Dubreka est une commune. Dubreka a été subvisé. Oui, c'est Kagbelin qui revient. Oui, Dubreka reste. Dubreka n'a rien à voir. Oui, Dubreka reste. C'est Kagbelin qui revient. Merci pour la précision. Donc, jusqu'à preuve contraire, quand même, et l'acte est salutaire. Pour ma personne, je le dis bien, je ne parle pas de. Chacun aura son analyse et sa oui, je me tourne rapidement, Mohamed Ba, en quelques minutes, puisque bientôt on va rendre l'antenne. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la transition pourra mettre en place ces délégations spéciales ou ces communes? Ces délégations spéciales, puisqu'il faut des élections pour élire des maires. C'est ce qui reste à faire. La mise en place d'une délégation spéciale dans une localité pour pouvoir évacuer les affaires courantes. Nous avons vu le jeune du côté de Matam qui a démissionné parce qu'il pensait que sa mandature était arrivée à terme. Badra Koné. Donc, on va essayer de joindre dans peu de temps. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut voir, mais parler de la mise en place de ces nouvelles communes, je pense que ça ne sera pas, je ne pense pas que ça sera une priorité dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, parce que nous savons très bien il y a tout un budget qu'il faut pour accompagner cela. Le découpage a ses conséquences, et l'une des premières conséquences, c'est le côté financier qu'il faut voir, parce que ceux qui ont l'habitude de gérer, rien que ces documents au niveau de nos quartiers déjà que nous avons, ce n'est pas donné à tous les responsables de pouvoir les délivrer avec les 5 000 et 10 000 qui accompagnent. Donc nous savons très bien en matière de découpage, avant d'y faire face, il y a ce côté qu'il faut régler. Soit c'est l'État qui prend en charge totalement, soit c'est l'État et les partenaires, ou bien c'est les partenaires qui s'engagent à pouvoir faire quelque chose dans ce cadre-là. Donc moi je pense que la d'abord les ériger par exemple Sonfonia en une commune ou je ne sais encore quelle localité Kagbelin, c'est une chose, mais l'applicabilité, le fonctionnement, la mise en œuvre précisément, ce n'est pas aujourd'hui ni demain qu'on y arrivera. Ça, le rêve est bon de croire que dès demain déjà on va commencer à le faire, mais je pense que ce n'est pas une priorité, alors que ça devrait être une priorité parce que les citoyens se trouvent dans ces localités. Les élections se passeront à partir de ces localités. Le recensement, c'est à partir de ces citoyens qui sont concernés, et qu'on pense approcher l'administration aux administrés, comme on l'a dit du côté de la justice. Donc si on arrive à mettre tout en place sur le plan administratif, au niveau papier, et que l'application pose problème, je pense que cela pourrait même avoir des conséquences pendant les élections, les prochaines élections, parce que ça trouve que le problème n'est pas réglé maintenant. Les gens vont dire non, vous ne relevez pas de notre commune. Vous êtes, par exemple, le cas de Sonfonia, oui, Sonfonia était devenu même Bessia. Même Bessia, ils vont dire c'est Matoto qui gérait maintenant. Bessia ne relève plus de Matoto. Cela va poser des problèmes à ces citoyens qui sont dans ces localités. Je pense que c'est urgent, mais vraiment urgent, de faire face à ces problèmes, à la mise en place de tout ce qu'il faut pour que cela commence très bien. Yaya Diallo, en quelques minutes. C'est un long processus politico-administratif que le CNRD a entamé. Depuis, je crois que depuis le début du processus là, j'ai constaté que nous sommes dans la théorie. La pratique consiste à mettre en place toutes les infrastructures dont une commune doit avoir et faire fonctionner effectivement ces services-là. Donc je crois que, admettons que c'est pas quelque chose qui est acquise maintenant, au regard d'un certain nombre de réalités, parce que nous manquons, enfin, la transition et la Guinée manquent à peu près presque de tout pour pouvoir faire face effectivement à cela. Alors j'ai soutenu cette thèse-là, c'est celle qui consiste à dire les motivations peuvent être ailleurs, mais les jours à venir ou les mois à venir, nous édifierons sur qu'est-ce qui motiverait effectivement cette décision ou ces agissements du CNRD. On me parlera de cette volonté d'approcher les citoyens de leur circonscription. C'est bien beau, on ne le dira pas assez, c'est quelque chose de fondamental, mais on verra bien dans les faits qu'est-ce qui pourrait être derrière ou qu'est-ce qui se cacherait derrière, disons, cette initiative qu'il faut dire dans le principe qui relève effectivement du ministère de l'administration. Mais j'ai dit, encore une fois, et je le dis respectueusement, le CNRD, la transition n'a ni la légitimité, encore moins la légalité
de s'aventurer dans un tel processus. Parce que ça exige effectivement un consensus, ça exige une adhésion populaire et ça exige, pour finir sur cette question, qu'on soit dans un régime normal pour pouvoir effectivement amorcer, disons, toutes ces réformes administratives d'une telle envergure. On verra effectivement dans les faits comment est-ce qu'il faut faire fonctionner toutes ces communes-là qui naturellement vont, exiger ou enfin poser des problèmes financiers à l'État, et c'est ce qui va se passer. Finalement, il y aura un bon nombre d'employés que l'État va s'en occuper avec les infrastructures dont je viens de rappeler, de citer ici. Donc, est-ce que l'État pourra le faire? Oui, ainsi, comme on le dit. Oui, attendons de voir, comme on le dit. En tout cas, merci à Diallo. Merci. Merci Bamomed. Merci Abdallah. Merci Fodé Bangali Dansoko. Merci le nouveau maire. Merci à l'équipe technique, à toute la régie, à ceux qui nous ont suivis depuis 9h. On se reprend demain, même heure, même fréquence, sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.